Le jeune milliardaire entre dans la banque et aperçoit deux jumelles démunies dans la file. Elle déclare « Nous sommes venus demander un prêt pour l'opération de notre mère ». Mais lorsqu'il voit la photo qu'elles tiennent, il est sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi baignait le bâtiment de la First Republic Bank d'une lueur dorée lorsque Darren Cole gara son Aston Martin sur la place réservée aux clients premium. Il ajusta sa cravate bleu marine, prit une profonde inspiration et saisit le dossier en cuir contenant les documents de sa mère. 6 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles, 6 mois à fixer ce dossier sur le bureau de son cabinet, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il avait trouvé le courage de couper son dernier lien financier avec Elizabeth Cole. La banque était relativement vide en ce jeudi après-midi. Darren se dirigea vers la réception, où une femme vêtue d'un blazer impeccable lui sourit en le reconnaissant. « Monsieur Cole, quel plaisir de vous revoir. » Darren fit un bref signe de tête. Il ne se souvenait pas de son nom et n'essaya pas de faire semblant. Il venait rarement à la banque en personne. Son équipe s'occupait de presque tout, mais pour clore le compte de sa mère, il préférait le faire lui-même. « J'ai rendez-vous avec Madame Preston. » Bien sûr, elle a été prévenue. « Veuillez patienter quelques minutes dans le salon VIP, » dit-elle en désignant un espace élégant sur la droite. Darren s'assit sur le canapé en cuir et ouvrit le dossier. Le certificat de décès était sur le dessus. La vue de ce document froid, résumant la fin d'une vie en quelques lignes, était toujours aussi douloureuse. Les portes de la banque s'ouvrirent et deux jeunes filles entrèrent. Des jumelles identiques, aux cheveux bruns attachés en queue de cheval désordonnée, portant des vêtements simples mais propres. Elles ne devaient pas avoir plus de 6 ans. L'une d'elles tenait une enveloppe froissée et tachée. Elle se tenait la main, déterminée mais visiblement nerveuse. Elles regardèrent autour d'elles, désorientées par l'environnement formel, avant de se diriger vers le guichet le plus proche. Elles étaient si petites qu'elles peinaient à voir par-dessus le comptoir, se tenant sur la pointe des pieds. « Excusez-moi » lança l'une d'elles, sa voix fluette mais ferme. Le caissier, perplexe, regarda autour de lui avant de se pencher et d'apercevoir les fillettes. « Bonjour, mes petites. Où sont vos parents ? » « C'est notre voisine qui nous a amenés, » répondit celle qui tenait l'enveloppe. « Nous devons parler à la personne qui prête de l'argent. » Le caissier eut un sourire condescendant. « Vous voulez dire le responsable des prêts ? Les enfants ne peuvent pas demander de prêt, ma chère. »« Ce n'est pas pour nous, » expliqua l'autre jumelle avec impatience. « C'est pour notre maman. Elle est malade. » Le caissier fronça les sourcils, son sourire vacillant. « Je suis désolé, mais vous devez venir avec un adulte. C'est la politique de la banque. »« Mais c'est très important, » insista la première. « On a entendu dire que la banque prête de l'argent. »« Notre maman a besoin d'une opération, » ajouta l'autre, ses grands yeux suppliants. « Et ça coûte très cher. » Depuis le salon VIP, Darren observait la scène, intrigué. Il y avait quelque chose dans la détermination de ses filles qui l'empêchait de détourner le regard. « Monsieur Cole » apparut la directrice, Rebecca Preston, à la porte du salon. « On peut commencer ?» Un instant, dit Darren en se levant. Il se dirigea vers le guichet où les jumelles se disputaient encore avec le caissier de plus en plus mal à l'aise. « Écoutez, les filles, » disait ce dernier au moment où Darren approchait. « Vous ne pouvez pas être ici toute seule. Je vais devoir appeler quelqu'un pour... » « Y a-t-il un problème ?» l'interrompit Darren en se plaçant à côté des enfants. Les jumelles levèrent la tête, leurs yeux bruns identiques s'écarquillèrent en voyant le grand homme au costume parfait. Le caissier changea immédiatement d'expression. « Monsieur Cole, désolé pour le dérangement. Ces enfants sont entrés seuls et elles semblent avoir quelque chose d'important. » Darren le coupa de nouveau, puis il s'accroupit pour se mettre au niveau des fillettes. « Bonjour, je m'appelle Darren. » Les deux se regardèrent, comme pour se consulter en silence. « Je suis Sadie » dit celle qui tenait l'enveloppe. Et elle, c'était ça. « Nous avons 6 ans et demi » ajouta Tessa, comme si cela établissait leur crédibilité. « Qu'est-ce qui vous amène à la banque aujourd'hui » demanda Darren, essayant de ne pas sourire devant leur air si sérieux. Sadie ouvrit l'enveloppe et en sortit une photographie froissée. « Nous sommes venus demander un prêt pour opérer notre maman. » La simplicité et l'urgence de cette déclaration frappèrent Darren, mais ce fut la photo qui le choqua véritablement. Il prit l'image que la fillette lui tendait et son cœur manqua un battement. Une femme d'environ 35 ans souriait à l'objectif, enlaçant les deux fillettes devant un immeuble modeste. Elle avait des yeux bienveillants et un sourire éclatant qui semblait illuminer toute la photo.
Darren se figea. Ce visage. Impossible de l'oublier, la pluie torrentielle, la route sinueuse, la voiture qui dérape et s'écrase contre l'arbre. Lui, piégé sous les décombres, appelant à l'aide. Et puis, cette femme, apparaissant comme un ange à une fenêtre brisée, utilisant toutes ses forces pour l'extraire du véhicule quelques instants avant qu'il n'explose. Nan Rivers. Le nom refit surface dans sa mémoire. Votre mère, murmura-t-il presque, c'est Nan Rivers. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent de surprise. Oui, s'exclama Sadie. Vous connaissez notre maman? Darren déglutit difficilement. Elle m'a sauvé la vie il y a 3 ans, dans un accident de voiture. Maman ne nous a jamais raconté ça, dit Tessa en fronçant les sourcils. Elle ne faisait que passer, poursuivit Darren, les images de cette nuit l'envahissant. Elle s'est arrêtée quand elle a vu l'accident. Elle m'a sorti de la voiture quelques secondes avant qu'elle ne prenne feu. Darren sentit la directrice s'approcher derrière lui. Monsieur Cole, votre rendez-vous? Je vais devoir le reporter, répondit-il sans quitter les filles des yeux. Quelque chose de plus important est survenu. La directrice jeta un regard perplexe aux enfants, puis à Darren, mais hocha la tête. Comme vous le souhaitez, monsieur. Votre mère est très malade? Demanda Darren en rendant la photo aux filles. Elle devient toute jaune, répondit Tessa. Et elle est très fatiguée. Le docteur a dit qu'elle avait besoin d'une opération bientôt, expliqua Sadie. Mais ça coûte très cher. L'assurance ne veut pas couvrir les frais parce que c'est une opération spéciale, prononça Tessa avec soin, le mot étant difficile. Maman ne peut plus travailler, ajouta Sadie en baissant la voix. Avant, elle faisait le ménage dans des maisons. Maintenant, elle est trop fatiguée. On a entendu dire que la banque prête de l'argent, dit Tessa, pleine d'espoir. C'est vrai? Darren se releva, soudain déterminé. Vous êtes venu seul? Sadie secoua la tête. Madame Patel, notre voisine, nous a amenés. Elle est au marché pour acheter des médicaments pour maman et elle revient nous chercher dans une demi-heure. Pouvez-vous m'emmener voir votre mère? Demanda Darren. Je pense que je peux aider plus qu'un prêt. Les filles échangèrent des regards méfiants. Maman nous a dit de ne pas amener d'inconnus à la maison, hésita Sadie. Votre mère a raison, acquiesça Darren. Mais je ne suis pas vraiment un inconnu. Elle m'a rencontré une fois, même si elle ne s'en souvient peut-être pas, et je veux la remercier pour ce qu'elle a fait. Après une brève conférence chuchotée entre elles, Tessa annonça, d'accord, mais si vous essayez quoi que ce soit de mal, Madame Patel du 3C appellera la police. Elle est très féroce. Marché conclu, approuva Darren en gardant un visage sérieux. On peut attendre le retour de votre voisine, ou je peux vous emmener dans ma voiture si vous préférez. Votre voiture est plus rapide que le bus, demanda Tessa. Beaucoup plus rapide, confirma Darren. Alors on y va dans votre voiture, décida Sadie. Madame Patel a dit que c'était bon si on rentrait seul si ça ne marchait pas. 20 minutes plus tard, l'Aston Martin se garait devant un vieil immeuble de l'est de la ville. Le contraste entre la voiture de luxe et le quartier modeste attirait des regards curieux. Les jumelles guidèrent Darren jusqu'au 3e étage par un escalier étroit aux marches usées. Elles s'arrêtèrent devant une porte marquée 3B. C'est ici, annonça Sadie en sortant une clé cachée sous son chemisier, suspendue à un cordon. L'appartement était petit et bien rangé, mais les signes de difficulté étaient omniprésents. Un canapé usé, une table dont un pied était calé sur des livres, des étagères faites de caisses en bois. Sur le réfrigérateur, seuls quelques aimants retenaient des dessins d'enfants et une liste de courses avec des articles de base. Sur une table improvisée, des piles de factures tamponnées en rouge avec les mentions « Dernier avis » et « En souffrance ». Une femme plus âgée aux cheveux grisonnants sortit de l'une des pièces, l'air alarmé. « Les filles, vous êtes déjà de retour ?» s'exclama Madame Bennett, s'arrêtant net en voyant Darren. « Qui êtes-vous » Tessa expliqua rapidement, « C'est Monsieur Darren. Notre maman lui a sauvé la vie une fois, et il est venu pour aider. » La femme regarda Darren avec une méfiance évidente. « Elles étaient à la banque. » expliqua Darren, se sentant étrangement nerveux sous son regard scrutateur, essayant d'obtenir de l'argent pour payer l'opération de leur mère. « Mon Dieu !» soupira Madame Bennett en secouant la tête. « J'avais dit à Madame Patel que ce n'était pas une bonne idée de les laisser aller à la banque, même pour quelques minutes. »« Comment va Nan ?» demanda Darren. « Elle vient de se réveiller. Elle est dans la cuisine, en train de prendre un thé. » La femme hésita. « Qui êtes-vous, vraiment ?»
Quelqu'un qui lui doit la vie, répondit-il. Il y a 3 ans, elle m'a sorti d'une voiture en feu. Madame Bennett sembla peser sa sincérité et finit par hocher la tête. Je vais lui dire qu'elle a de la visite. Tandis que la femme se dirigeait vers la cuisine, les filles entraînèrent Darren pour lui montrer un collage de photos sur le mur du salon. Ce n'étaient que quelques photos collées directement au mur, sans cadre. Il y avait des clichés d'elles à différents âges, certaines avec leur mère. Maman ne garde que les meilleures photos, expliqua Sadie. On a dû vendre les cadres, mais ce n'est pas grave, ajouta rapidement Tessa. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. La voix douce provenant de l'embrasure de la cuisine fit se retourner Darren. Les filles, quelle bêtise avez-vous encore faite? Nan Rivers était bien plus maigre que sur la photo, et sa peau avait une teinte jaunâtre alarmante. Elle portait un t-shirt trop grand de 2 tailles et un pantalon de survêtement usé. Elle s'appuyait contre le cadre de la porte avec un effort visible, mais ses yeux, malgré la fatigue, avaient toujours la même lueur que Darren se rappelait, un mélange de bonté et de force qui l'avait calmé alors qu'elle le tirait des décombres. Lorsque son regard croisa le sien, elle fronça les sourcils, essayant de reconnaître ce visage. Commença Darren, soudain à court de mots. Maman. Sadie courut serrer sa mère dans ses bras. On est allé à la banque demander de l'argent pour payer ton opération. Vous avez fait quoi? Sorrifia Nan. Et on a trouvé Monsieur Darren, ajouta Tessa en lui prenant la main pour le rapprocher. Il a dit que tu lui avais sauvé la vie. Nan le regarda de plus près. Puis, une lueur de reconnaissance traversa ses yeux. L'accident, sur la route de la Quéside, dit-elle lentement. La voiture qui a pris feu. Darren hocha la tête. Vous m'avez sorti de là quelques secondes avant l'explosion. J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait, répondit-elle en haussant les épaules. Je passais par là et j'ai vu l'accident. Vous avez risqué votre vie pour un inconnu, insista Darren. Je n'ai jamais eu la chance de vous remercier correctement. Vous avez disparu dès que l'ambulance est arrivée. Je devais aller chercher les filles à la garderie, expliqua simplement Nan, comme s'il n'était pas extraordinaire de s'enfuir après avoir sauvé quelqu'un. De plus, les ambulanciers savaient mieux que moi ce qu'il fallait faire. Madame Bennett se racla la gorge. Bon, puisque le visiteur n'a pas l'air dangereux, je vais vous laisser parler. Non, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Avec un dernier regard d'avertissement à Darren, la voisine partit. Nan se déplaça lentement vers le canapé et s'assit. De près, Darren pouvait voir les signes de la maladie, une fatigue profonde dans ses yeux, des mains légèrement tremblantes, une difficulté à respirer. Les filles, vous n'auriez pas dû aller à la banque, gronda-t-elle, mais sans l'énergie de paraître vraiment en colère. Et vous n'auriez certainement pas dû déranger Monsieur Cole? Darren Cole, termina-t-il en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. Et vous ne m'avez pas dérangé. En fait, je pense que le destin nous a remis au même endroit. Le destin, Nan eut un faible sourire. Ou 2 filles déterminées avec une idée folle. Les jumelles échangèrent un regard mi-coupable, mi-fier. On a entendu que la banque prête de l'argent, expliqua innocemment Sadie. Ça semblait être une bonne idée. Nan expliqua à Darren, depuis que je suis tombée malade, je n'ai pas pu travailler. Les factures n'arrêtent pas d'arriver. Elle laissa la phrase en suspens, jetant un bref regard à ses filles. Et le temps est quelque chose qui s'épuise, compléta doucement Darren. Nan hocha la tête, presque imperceptiblement. Les filles, se tourna Darren vers les jumelles, pourriez-vous me montrer vos livres préférés pendant quelques minutes? J'aimerais parler à votre mère seule. Les 2 hésitèrent, regardant Nan. C'est bon, les assura-t-elle. Juste pour quelques minutes. À contre-cœur, les jumelles allèrent dans la chambre, mais laissèrent la porte entr'ouverte. Elles sont protectrices, sourit Nan. Depuis que je suis malade, elles ont endossé le rôle de gardienne. Elles essaient de ne rien demander, ramassent les pièces qu'elles trouvent dans la rue, ont même essayé de vendre de la limonade dans l'immeuble. Quel est exactement votre diagnostic? Demanda directement Darren. Insuffisance hépatique, répondit-elle sans détour. Ça a commencé par des symptômes légers il y a 8 mois, mais ça s'est aggravé rapidement. J'ai besoin d'une chirurgie spécialisée que l'assurance qualifie d'expérimentale. Elle mima des guillemets avec ses doigts. Sans chérie, elle jeta un regard vers la chambre de ses filles. Combien ça coûte? Bien plus que je ne pourrais jamais réunir, soupira Nan. Nous vivons de la charité des voisins. Le loyer a 3 mois de retard. J'ai vendu tout ce que nous avions de valeur.
Les filles ont même commencé à économiser des pièces dans un bocal pour réparer maman. Elle sourit, mais ses yeux brillaient de larmes retenues. Darren se pencha en avant. « Laissez-moi payer. » Nan cligna des yeux, surprise. « Quoi ? L'opération, les traitements, tout. Laissez-moi aider. » « Monsieur Cole, j'apprécie. » Darren, la corrigea-t-il gentiment. « Et s'il vous plaît, ne dites pas non. Vous m'avez sauvé la vie sans hésiter. Laissez-moi vous rendre l'appareil. »« Vous ne me connaissez même pas, » argumenta Nan. « J'en sais assez. Je sais que vous êtes le genre de personne qui s'arrête sur une route sombre pour aider un inconnu. Je sais que vous avez élevé 2 filles incroyables qui sont assez courageuses pour aller dans une banque pour sauver leur mère. » Darren sourit. « Et je sais que vous méritez une chance. » Nan baissa les yeux sur ses mains. « Je ne veux pas de la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit fermement Darren. « C'est de la gratitude. C'est un rééquilibrage. Vous m'avez sorti de cette voiture lors de l'accident. » Il fit une pause. « Et vous êtes ici maintenant. Donc ça en valait la peine. » Nan leva son regard, surprise d'entendre ses propres mots lui être répétés. « C'est ce que vous avez dit à l'un des ambulanciers lorsqu'ils vous ont demandé pourquoi vous aviez risqué votre vie pour un inconnu, » expliqua Darren. Ces mots m'ont marqué pendant 3 ans. À un moment, aucun ne parla. Le silence n'était rempli que par les chuchotements doux des jumelles dans la chambre. « Après l'accident, » reprit finalement Darren, « je me suis promis que je changerais, que je ferais plus pour les autres. Mais la vérité, c'est que je suis retourné à ma vie, à mes affaires, et j'ai oublié cette promesse. » Il regarda autour du petit appartement. « Jusqu'à aujourd'hui. » Nan étudia son visage pendant un long moment. « Pourquoi est-ce que ça compte autant pour vous ? » « Parce que cette fois, » répondit Darren avec une conviction qui le surprit lui-même, « je ne veux pas disparaître et oublier. Je veux aider. Je veux faire une différence, pour vous et pour vos filles. » Les larmes que Nan avait retenues glissèrent enfin sur ses joues. « Je n'ai aucun moyen de vous rembourser. »« Je ne demande pas à être remboursé, » sourit Darren. « Je demande la permission. La permission d'aider, d'être présent, de ne pas disparaître cette fois. » Avant que Nan ne puisse répondre, Sadie et Tessa sortirent en courant de la chambre. « Maman, tu pleures ?» demanda Tessa, alarmée. « Ce sont des larmes de joie, ma chérie », la rassura Nan en ouvrant les bras. Les filles se blottirent contre elle sur le canapé. « Monsieur Darren », Sadie le regarda avec des yeux sérieux, « vous allez vraiment aider maman ?»« Je le ferai », promit Darren, sentant quelque chose d'inconnu s'épanouir dans sa poitrine. « Et je promets que je ne disparaîtrai pas cette fois. » Nan serra plus fort ses filles, regardant Darren par-dessus leur tête. « Merci, » dit-elle simplement. Darren hocha la tête, sachant que sa vie avait changé de manière irrévocable cet après-midi-là. Le compte qu'il était venu fermer à la banque pouvait attendre. Des comptes plus importants s'ouvraient maintenant, des comptes de gratitude, de présence et de seconde chance. Et pour la première fois depuis longtemps, Darren Cole ne se sentait pas seul. Le couloir de l'hôpital était long et blanc, un tunnel de fluorescence qui semblait avaler chaque son. Darren regardait les médecins et les infirmières se hâter avec leurs presse-papiers et leurs expressions fatiguées, tandis qu'il était assis sur la chaise en plastique dur, les mains jointes comme en prière. 3 jours. 72 heures depuis qu'il avait convaincu Nan d'accepter son aide. 48 heures depuis qu'il l'avait amené au meilleur hôpital de la ville. 24 heures de tests intensifs. Lorsque la porte de la salle de consultation s'ouvrit enfin, Darren se leva si vite qu'il ressentit un vertige momentané. Le docteur Patel, sans lien de parenté avec la voisine de Nan, juste une curieuse coïncidence, lui fit signe d'entrer. Nan était assise sur une chaise de l'autre côté de la table, paraissant encore plus fragile sous les lumières crues de la salle d'examen. Elle portait une blouse d'hôpital par-dessus une chemise de nuit, et ses pieds nus touchaient à peine le sol. Quand Darren entra, elle essaya de sourire, mais l'effort semblait lui coûter une énergie précieuse. « Monsieur Cole, » commença le médecin en ajustant ses lunettes, « Madame Rivers a accepté que vous soyez présent lors de notre conversation. » Darren hocha la tête, s'asseyant à côté de Nan. Sur une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, il tendit la main et toucha légèrement la sienne. À sa surprise, elle ne la retira pas. Au lieu de cela, elle tourna sa paume vers le haut, acceptant ce petit réconfort. « Les résultats des tests sont là, » poursuivit le docteur Patel en ouvrant un dossier avec des images et des graphiques que Darren ne comprenait pas entièrement. Comme nous le suspections, l'insuffisance hépatique de Madame Rivers est à un stade avancé. Combien de temps ?
demanda directement Nan, sa voix basse mais stable. Le médecin hésita, retirant ses lunettes pour les nettoyer, un geste que Darren reconnut immédiatement comme une tactique pour gagner du temps avant de livrer de mauvaises nouvelles. Sans chirurgie, 3 mois, peut-être 4. Nan ferma les yeux un instant, et ses mains serrèrent celles de Darren avec une force surprenante. « Alors nous opérons dès que possible », déclara Darren, comme si c'était si simple. Le docteur Patel remit ses lunettes. « Malheureusement, Monsieur Cole, ce n'est pas si simple. Madame Rivers est très affaiblie. Son corps ne tolérerait pas une intervention chirurgicale dans son état actuel. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Darren, sentant un nœud se former dans sa gorge. « Cela signifie que nous avons besoin d'un traitement de soutien d'abord, » expliqua le médecin. « Nutrition intensive, médicaments pour stabiliser la fonction hépatique, transfusion, peut-être même une dialyse temporaire. Nous devons la renforcer avant d'envisager la chirurgie. » « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Nan, son ton pratique contrastant avec son visage pâle. « Au moins 4 à 6 semaines. »« Commençons aujourd'hui » affirma Darren. Non pas comme une question, mais comme un ordre. Le docteur Patel hocha la tête. « J'ai déjà réservé une chambre privée. L'équipe prépare tout pour commencer le traitement aujourd'hui. » Lorsque le médecin sortit pour organiser les formalités nécessaires, un lourd silence s'installa dans la salle d'examen. Darren tenait toujours la main de Nan, ne sachant que dire. « Mes filles » rompit-elle finalement le silence. « Je m'occuperai d'elle » répondit immédiatement Darren. Nan le regarda avec une expression mêlant gratitude et doute. « Vous nous connaissez à peine. »« J'en sais assez » répéta-t-il, les mêmes mots qu'il avait prononcés quelques jours auparavant. « Elles iront bien, je le promets. Elles n'ont jamais été loin de moi plus d'une nuit » avoua Nan, sa voix tremblante. « Pas après leur père, après qu'il soit parti. » Darren hocha la tête, n'insistant pas pour plus de détails. « Nous pouvons les amener en visite tous les jours, et vous pouvez appeler quand vous voulez. » Elles n'ont pas de téléphone, sourit faiblement Nan. Nous avons vendu le dernier portable pour payer la facture d'électricité. Ce ne sera plus un problème, l'assura Darren. Puis, soudain conscient de la façon dont cela sonnait, il ajouta « Je suis désolé, je ne voulais pas paraître arrogant. » À sa surprise, Nan rit doucement, le premier son vraiment joyeux qu'il entendait d'elle. « Je pense que vous avez gagné le droit de paraître un peu arrogant, vu ce que vous faites pour nous. » Le docteur Patel revint avec une pile de documents et une infirmière poussant un fauteuil roulant. La réalité de la situation frappa Nan, et Darren vit la peur percer enfin sa composure. « Les filles ne peuvent pas me voir comme ça » murmura-t-elle alors que l'infirmière l'aidait à s'installer dans le fauteuil. « Je ne veux pas leur faire peur. Je préparerai tout avant de les amener, promit Darren. Je leur expliquerai du mieux que je peux. » Nan lui attrapa le bras alors qu'il se penchait pour lui dire au revoir. Elles aiment les histoires avant de dormir, et Sadie a peur du noir. Elle a besoin d'une petite lumière. Tessa fait semblant de ne pas avoir peur, mais c'est le cas. Et elles sont allergiques aux fraises et... Nous prendrons les choses une étape à la fois, l'interrompit doucement Darren. Je m'occupe de tout. Pour l'instant, vous devez vous concentrer sur le fait de reprendre des forces. Nan hésita, puis hocha la tête. Merci, Darren. Pour tout. Ce n'est que lorsque l'infirmière commença à pousser le fauteuil roulant dans le couloir que Nan se retourna une dernière fois. Mon adresse ? Vous avez besoin des clés. J'ai déjà réglé ça avec Madame Bennett, la rassura Darren. Elle m'a aidé à rassembler les affaires des filles. Alors qu'il regardait Nan disparaître dans l'ascenseur, Darren sentit le poids de la responsabilité qu'il venait d'assumer. Il y a 3 jours, sa plus grande préoccupation était de fermer le compte bancaire de sa mère. Maintenant, il était sur le point de devenir le tuteur temporaire de 2 enfants de 6 ans. « C'est une maison ou un château ?» demanda Tessa, les yeux écarquillés, alors que l'Aston Martin franchissait les portes du manoir de Darren. « Je pense que c'est juste une grande maison, » répondit Sadie, bien qu'elle aussi semblât impressionnée. Au volant, Darren ne put cacher un sourire. Les jumelles avaient été étonnamment calmes lorsqu'il leur avait dit que leur mère resterait à l'hôpital pendant quelques semaines. Il soupçonnait que Madame Bennett les avait déjà préparées avant son arrivée. « C'est juste une maison », confirma-t-il en se garant dans l'allée circulaire. « Une grande maison vide. Ce sera bien d'avoir de la compagnie pendant un certain temps. »« Tu vis ici tout seul ?» demanda Sadie en détachant sa ceinture de sécurité. « Oui », répondit Darren en les aidant à sortir de la voiture. «
Enfin, il y a une femme de ménage qui vient 3 fois par semaine et un jardinier le lundi, mais généralement, c'est juste moi. Tu n'as pas de famille? Demanda Tessa avec la franchise que seul un enfant peut avoir. Darren hésita. Plus maintenant. Ma mère est décédée il y a 6 mois. Comme mamie? Sadie hocha la tête avec une sagesse qui dépassait son âge. Nous sommes désolés. Merci, répondit Darren, surpris de la facilité avec laquelle les filles parlaient de la perte. On entre? Vous pouvez choisir les chambres que vous voulez. Le manoir de 3 étages était un mélange d'architecture moderne et classique. Beaucoup d'espaces ouverts, de grandes fenêtres, des meubles élégants qui semblaient à peine touchés. Les jumelles explorèrent chaque pièce avec des exclamations de surprise pendant que Darren portait leur petite valise. « Où est la télé ?» demanda Tessa après avoir fait le tour du salon principal. « Je n'ai pas de télé dans le salon », expliqua Darren. « Il y en a une dans le home cinéma au sous-sol. »« Tu as un cinéma ?» demanda Sadie, incrédule. « C'est juste une pièce avec un grand écran et quelques fauteuils, » minimisa-t-il, soudain conscient du contraste entre son style de vie et le leur. Après leur avoir fait visiter la maison, Darren les mena à l'étage où 2 chambres d'amis adjacentes avaient été préparées à la hâte. « Vous voulez des chambres séparées ou rester ensemble ?» demanda-t-il. Les jumelles échangèrent un regard. « Ensemble » répondirent-elles à l'unisson. « Logique » approuva Darren. « Utilisons cette plus grande chambre alors. » La chambre avait un grand lit king size qui paraissait géant pour les jumelles. Il y avait aussi un bureau, un fauteuil et une salle de bain privée qui les impressionna particulièrement. « Il y a combien de jets dans la douche ?» « Il se fait tard, » remarqua Darren en regardant sa montre. « Vous devez avoir faim. »« Un peu, » admit Sadie. « Eh bien, je pourrais ?» Darren s'arrêta, réalisant soudain qu'il ne savait pas ce que les enfants mangeaient pour le dîner. Pire encore, il ne savait pas cuisiner. « On pourrait commander quelque chose, comme une pizza ?» demanda Tessa, pleine d'espoir. « Bien sûr, la pizza est une excellente idée, » acquiesça Darren, soulagé. « Pizza, donc ?» Après le dîner, improvisé sur l'îlot de cuisine habituellement inutilisé, vint le défi de l'heure du bain et du coucher. À son grand étonnement, Darren découvrit que superviser le bain de 2 fillettes de 6 ans était une opération logistique impliquant de trouver la température parfaite de l'eau, de s'assurer que le savon n'allait pas dans leurs yeux et de veiller à ce que leurs cheveux soient correctement lavés. « Tu fais mal », l'informa Tessa alors qu'il essayait maladroitement de peigner ses cheveux mouillés. « Maman fait comme ça », démontra Sadie avec sa propre brosse, utilisant des gestes plus doux. « J'apprends », admit Darren, essayant d'imiter son mouvement. Puis vinrent les pyjamas, qui se trouvaient dans la mauvaise valise. Le brossage des dents, trop de dentifrice selon les expertes, et enfin l'histoire du soir. Darren s'assit sur le bord de l'énorme lit où les jumelles paraissaient minuscules sous la couette blanche, et ouvrit le livre que Madame Bennett avait mis dans leur bagage. La princesse et la grenouille, lut-il le titre, ajustant la petite lampe qu'il avait installée à la hâte après s'être souvenu de la peur du noir de Tessa. « Tu sais faire les voix ?» demanda Tessa en s'installant contre les oreillers. « Les voix ?»« Oui, comme maman fait, » expliqua Sadie. « Une voix différente pour chaque personnage. »« Oh !» Darren comprit, se sentant de plus en plus hors de sa zone de confort. « Je peux essayer. » Ce qui suivit fut probablement la lecture la plus dramatique et la moins habile de La princesse et la grenouille jamais réalisée, avec Darren alternant entre une voix aiguë pour la princesse et un coassement grave et exagéré pour la grenouille qui fit éclater de rire les filles. « Ça ne ressemble pas à une grenouille », s'exclama Tessa entre 2 rires. « Plutôt un ours enrhumé », ajouta Sadie en se tordant de rire. Darren feignit l'indignation. « Vous remettez en question ma voix de grenouille royale authentique ? Je suis profondément offensé. » Cela ne fit que provoquer plus de rire, et Darren se retrouva à rire avec elle, un son qu'il n'avait pas entendu de lui-même depuis longtemps. Quand il eut enfin terminé l'histoire, les filles étaient somnolentes mais satisfaites. « Tu n'es pas aussi bon que maman », murmura Tessa, fermant déjà les yeux. Mais ce n'était pas si mal. « C'est un grand compliment venant de vous », sourit Darren en les bordant. « Quand est-ce qu'on voit maman ?» demanda Sadie, luttant pour garder les yeux ouverts. « Demain », promit Darren, juste après le petit déjeuner. « Tu sais faire le petit déjeuner ?» demanda Tessa, clairement sceptique. « Absolument pas », admit Darren. « Mais je connais le numéro d'un excellent endroit qui livre. » Cela sembla les satisfaire, et bientôt, toutes 2 dormaient. Darren resta assis un moment,
observant leur respiration rythmée, la similitude frappante entre elles, même dans le sommeil. En quittant la chambre, laissant la porte entr'ouverte et la veilleuse allumée, il réalisa que sa maison, toujours si silencieuse, toujours si vide, avait maintenant des sons, des respirations douces, le bruissement occasionnel sous les couvertures, la présence indéniable de la vie. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur un instant. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il ne connaissait rien aux enfants. Il ne savait pas comment être responsable de 2 petites vies vulnérables. Il ne savait pas comment jongler entre les visites à l'hôpital, le travail et les soins quotidiens. Il ne savait pas peigner les cheveux, faire des voix de personnages ou préparer un petit déjeuner convenable. Mais en descendant les escaliers vers son bureau, prévoyant de réorganiser ses réunions pour les jours à venir, Darren réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose au-delà du vide qui le suivait depuis la mort de sa mère. Ce minuscule appartement de l'est de la ville contenait plus de vie, plus d'amour, plus de but que son manoir n'en avait jamais connu. Et peut-être, juste peut-être, en essayant de sauver Nan Rivers et ses filles, il se sauvait sans le savoir lui-même. Le samedi matin se leva avec un ciel d'un bleu impossible, du genre qui semble peint à la main. Darren se réveilla tôt, comme toujours, mais cette fois, il ne se dirigea pas vers ses emails ou ses plans de réunion. En passant dans le couloir, il s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la chambre des jumelles. Tessa et Sadie dormaient dans la même position, sur le côté, se faisant face comme des miroirs, leurs cheveux en désordre éparpillés sur les oreillers. Elles étaient avec lui depuis une semaine maintenant, et la routine commençait à se mettre en place. Petit déjeuner, qu'il ne savait toujours pas préparer, visite à l'hôpital, déjeuner au café d'Accent Grave Côté, retour à la maison, tentative d'aide aux devoirs quand il y en avait, dîner, généralement à emporter, bain, moins chaotique chaque fois, histoire, ses voix s'amélioraient. Et enfin, le silence de la nuit. Mais quelque chose n'allait pas. Malgré la routine, Darren remarquait la tension croissante chez les filles. Leur sourire était moins fréquent, les questions sur leur mère se multipliaient. La veille, il avait trouvé Sadie pleurant en silence dans la salle de bain. Quand il lui avait demandé ce qui n'allait pas, elle avait simplement secoué la tête et n'avait rien dit, les yeux fixés au sol. Tessa faisait des cauchemars. 2 fois cette semaine, Darren s'était réveillé au son de cris étouffés provenant de leur chambre. Il s'était précipité pour la trouver assise dans le lit, le visage mouillé de larmes, tandis que Sadie tentait de la réconforter. Elle a rêvé que maman ne reviendrait pas, avait expliqué Sadie avec le ton effroyablement factuel d'un enfant qui connaissait déjà le poids de la perte. Les visites à l'hôpital n'aidaient pas. Nan était plus faible avant de commencer à aller mieux, un effet secondaire du traitement intensif. Les filles remarquaient chaque changement sur le visage de leur mère, chaque nouveau tube, chaque nouveau moniteur. Elles forçaient des sourires courageux pendant les visites, mais Darren voyait leurs épaules s'affaisser à nouveau dès qu'elles quittaient la chambre. Elles avaient besoin d'une journée différente. Une journée sans hôpital, sans peur, sans rappel constant de la fragilité de la vie. Alors qu'il les regardait dormir, une idée se forma dans son esprit. À 9 h du matin, Darren avait passé 3 appels importants. Un à l'infirmière de Nan, expliquant qu'il reportait la visite du jour à la fin de l'après-midi. Un autre à son assistant, lui demandant d'annuler sa vidéoconférence avec des investisseurs de Tokyo. Et le 3e à Madame Bennett, avec une question spécifique qui la fit rire à l'autre bout du fil. Je n'aurais jamais imaginé entendre Darren Cole demander ça, commenta-t-elle. Lorsque les jumelles descendirent enfin pour le petit déjeuner, somnolentes et encore en pyjama, elles trouvèrent Darren dans la cuisine avec une expression conspiratrice que seuls les enfants pouvaient détecter immédiatement. Bonjour, les salua-t-il avec un enthousiasme exagéré qui éveilla instantanément la méfiance des filles. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Tessa en se frottant les yeux. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est samedi, répondit Darren comme si cela expliquait tout. Hier aussi, c'était samedi, fit remarquer Sadie, pragmatique, en grimpant sur un tabouret haut pour atteindre l'îlot de cuisine. Oui, mais aujourd'hui est un samedi spécial, continua Darren en plaçant des bols de céréales devant elle, sa seule compétence culinaire fiable. Aujourd'hui, nous n'allons pas à l'hôpital le matin. Les jumelles se redressèrent immédiatement. Maman va bien? Demanda Sadie, l'inquiétude dans la voix. Votre mère va très bien, assura rapidement Darren. En fait, elle était d'accord avec mon plan. Nous lui rendrons visite en fin d'après-midi parce que ce matin, il fit une pause dramatique, nous avons une mission spéciale. Quelle mission? Demanda Tessa, la curiosité l'emportant sur la méfiance. Mission journée parfaite, annonça Darren avec une fausse solennité.
Nous avons besoin de vêtements confortables, de chaussures pour marcher et d'un esprit d'aventure. Les filles échangèrent des regards perplexes. Où allons-nous pour cette mission? Demanda Sadie, toujours la plus prudente des deux. Secret, cligna Darren de l'œil. Mais je vous promets que vous allez aimer. 1 heure plus tard, l'Aston Martin quittait la ville par l'autoroute, avec Tessa et Sadie sur la banquette arrière, la tête tournant de gauche à droite pour essayer de deviner la destination. Darren avait mis une boîte mystérieuse dans le coffre, refusant d'en révéler le contenu. « C'est loin ?» demanda Tessa pour la 5e fois en 15 minutes. « Plus que 10 minutes, répondit Darren en vérifiant le GPS. Quand il tourna enfin sur une route secondaire, les filles se penchèrent en avant, essayant de voir au-delà de la rangée d'arbres qui bordait le chemin. La route se terminait sur un petit parking en gravier, presque vide à cette heure matinale. « Nous sommes arrivés » annonça Darren en garant la voiture. « Où sommes-nous » demanda Sadie en regardant autour d'elle pendant que Darren les aidait à sortir. « Au parc national d'Eagle Point » répondit-il en ouvrant le coffre pour récupérer la boîte mystérieuse. « Je venais ici quand j'étais enfant. » Les jumelles regardèrent avec un intérêt croissant Darren sortir de la boîte une couverture à carreaux usés que Madame Bennett lui avait prêtée, une petite glacière avec du jus et des sandwichs, et un frisbee rouge. « On va faire un pique-nique » demanda Tessa, les yeux brillants. « Exactement, » confirma Darren, et peut-être d'autres choses amusantes si vous êtes partante. Le parc était une oasis de verdure à moins de 30 minutes de la ville, des collines herbeuses douces, des arbres centenaires offrant beaucoup d'ombre, un petit lac avec des canards et des sentiers bien entretenus serpentant à travers le paysage. Darren mena les filles vers un endroit plus élevé surplombant le lac, où il étendit la couverture à l'ombre d'un chêne majestueux. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il, remarquant les expressions curieuses des jumelles alors qu'elles inspectaient les lieux. « C'est joli, répondit prudemment Sadie. « Mais qu'est-ce qu'on fait ici » La question prit Darren au dépourvu. « Comment ça ? Y a-t-il une activité spéciale » élabora Tessa. « Comme lors des sorties scolaires. » Darren sourit, comprenant soudain. « Non, en fait, le plan est de ne pas avoir de plan. On peut courir, s'allonger sur l'herbe et regarder les nuages, nourrir les canards, jouer au frisbee ou simplement s'asseoir et parler. » Les filles semblaient confuses par le concept. « On n'a jamais fait ça », admit enfin Sadie. Une sortie sans but. Il y avait quelque chose dans cette simple confession qui serra le cœur de Darren. Il s'assit sur la couverture et leur fit signe de le rejoindre. « Ma mère disait que le ciel guérit », commenta-t-il en regardant le bleu parfait au-dessus d'eux. « Quand j'étais triste ou inquiet, elle m'amenait dans un endroit comme celui-ci. Elle disait qu'être sous le ciel ouvert mettait nos problèmes en perspective. »« Ta mère avait l'air gentille », dit Tessa en s'allongeant sur le dos pour regarder le ciel. « Elle l'était », acquiesça Darren, sentant le pincement familier du manque, mais sans l'amertume habituelle. « Comment s'appelait-elle » demanda Sadie, imitant la position de sa sœur. « Elisabeth, répondit Darren. Mais tout le monde l'appelait Lizzie. « Elle te manque » demanda Tessa avec l'honnêteté brutale des enfants. « Tous les jours, admit Darren, mais certains jours sont plus faciles que d'autres. » Il y eut un silence confortable, rompu seulement par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles dans la douce brise. Darren regardait les filles se détendre progressivement, leur petit corps relâchant la tension qu'elles avaient portée pendant des jours. « Ce nuage ressemble à un lapin » signala soudain Tessa. « Oh » demanda Sadie en plissant les yeux. « Là, tu vois, les oreilles sont longues. » Bientôt, tous les trois furent absorbés par le plus vieux jeu du monde, trouver des formes dans les nuages. Un éléphant. Un bateau. Une girafe. Non, Darren, c'est clairement un dinosaure, corrigea Tessa, indignée. Le temps semblait différent là-bas. Plus lent, plus doux. Après les nuages vinrent les sandwichs, simples mais étonnamment savoureux en plein air, des tentatives maladroites de lancer le frisbee, Darren découvrant que son talent pour conclure des affaires ne s'étendait pas au lancer précis, et une exploration attentive du petit étang où une famille de canards accepta avec empressement les miettes qu'ils offraient. C'est lors du deuxième pique-nique improvisé, cette fois avec des pommes et des biscuits achetés au kiosque du parc, que la conversation prit un tournant inattendu. « Darren », commença Sadie, son ton désinvolte contrastant avec ce qu'elle allait dire, « on ne va plus à l'école. » « On avait une bourse parce que maman nettoyait l'école », ajouta Tessa, jetant un rapide regard à sa sœur comme si elle brisait un code tacite entre elles. « C'était quand » demanda doucement Darren, gardant son ton calme malgré sa surprise. « Il y a 2 mois, poursuivit Sadie,
arrachant des brins d'herbe à côté de la couverture. Quand maman est devenue trop fatiguée pour travailler, on a perdu la bourse. Elle a dit qu'on pourrait y retourner le semestre prochain, mais elle est tombée plus malade, termina Tessa alors que la voix de sa sœur faiblissait. Darren écouta en silence, essayant de traiter cette nouvelle information. Les filles avaient cessé d'étudier il y a 2 mois, exactement au moment où les symptômes de Nan s'étaient aggravés, et personne ne le lui avait dit. Ni Madame Bennett, ni les filles elles-mêmes, pendant toutes ces tentatives maladroites d'aide aux devoirs qui, ils le réalisaient maintenant, n'étaient que de vieux exercices qu'elles inventaient pour ne pas le décevoir. « On ne voulait pas te le dire », expliqua Sadie, toujours sans le regarder directement. « Maman a toujours dit que l'éducation est la chose la plus importante. Elle a pleuré quand le directeur a appelé. C'était la seule fois qu'on l'a vue pleurer à cause de sa maladie, ajouta Tessa à voix basse. À cet instant, assis sur l'herbe avec 2 enfants de 6 ans, Darren vit de près pour la première fois comment la dignité peut disparaître discrètement. Comment une famille peut se défaire en silence, morceau par morceau, sans tragédie dramatique, juste l'érosion lente et constante des petites dignités qui composent une vie. Non seulement la santé de Nan lui avait été enlevée, mais aussi son travail, sa capacité à subvenir aux besoins de ses filles, sa fierté d'assurer leur éducation, et elle avait tout affronté seule, cachant ses larmes, maintenant sa contenance devant elle. « Vous aimiez l'école » demanda finalement Darren. « Oui » répondit immédiatement Tessa. « J'aime les sciences. On a fait un volcan qui a vraiment fait éruption. J'aime lire » ajouta Sadie. La bibliothèque avait tellement de livres. Darren hocha la tête, prenant des notes mentales. Quelque chose à régler lundi. Une autre pièce du puzzle qui était maintenant sa responsabilité. « Je pense qu'il faut qu'on continue à jouer au frisbee », annonça-t-il brusquement en se levant. « Je suis sûr que je peux le lancer sans toucher cet arbre cette fois. » Les filles sourirent, soulagées par le changement de sujet. Bientôt, elles couraient à travers l'herbe, riant alors que Darren, comme prévu, envoyait le frisbee directement dans une branche basse d'érable. L'après-midi s'écoula, le soleil plongeant progressivement vers l'horizon. Ils s'assirent au bord du lac, faisant des ricochets et comptant combien de sauts ils pouvaient faire. « Merci pour aujourd'hui », dit soudain Sadie, sa petite voix ferme. « Ouais », approuva Tessa. C'était bien de ne pas penser à des choses tristes pendant un moment. Darren sentit une boule dans sa gorge. « De rien », parvint-il à dire. « On peut faire ça plus souvent si vous voulez. » Même quand maman rentrera à la maison, demanda Tessa, pleine d'espoir. Surtout quand votre mère rentrera à la maison, confirma Darren. Elle va adorer cet endroit. Les filles sourirent. Et dans leur sourire identique, Darren vit quelque chose qui n'était pas là avant. Une petite étincelle d'espoir. Sur le chemin du retour, alors que le coucher de soleil peignait le ciel de nuances d'orange et de rose, Tessa s'endormit sur la banquette arrière, sa tête reposant sur l'épaule de sa sœur. Sadie luttait contre le sommeil, déterminée à rester éveillée. « Darren » appela-t-elle doucement. « Oui ? Maman va vraiment aller bien ?» La question, si directe, si pleine de vulnérabilité, fit que Darren serra plus fort le volant. Il pouvait mentir, dire qu'il en était absolument certain, offrir des garanties qu'il n'avait pas. Ce serait plus facile. « On fait tout ce qu'on peut », répondit-il finalement. « Votre mère est très forte, et les médecins sont très bons. » Sadie resta silencieuse un moment, digérant la réponse. « D'accord, dit-elle enfin. Je suppose que c'est le mieux qu'on puisse faire, non ? Essayez le plus possible. » Exactement, approuva Darren, surpris par la sagesse de mots si simples. Quand ils arrivèrent au manoir, toutes 2 dormaient profondément. Darren les porta une par une jusqu'à leur chambre sans les réveiller. Il troqua leurs baskets contre des chaussons, les borda sous la couette et laissa la veilleuse allumée. Dans le couloir, il s'arrêta pour regarder une fois de plus les petites silhouettes endormies. La légèreté de cette journée avait créé un lien qui n'avait pas besoin de grandes promesses ou de déclarations, seulement de la présence, sa présence, ce jour-là, dans ce parc, sous ce ciel, témoin de leur joie simple et de leur peine profonde. Lundi, il s'occuperait de la situation scolaire. Mardi, il verrait si le traitement de Nan pouvait être accéléré. Mercredi, il réorganiserait son testament pour s'assurer que, quoi qu'il arrive, ses filles n'auraient plus jamais à choisir entre la dignité et la survie. Mais c'était pour plus tard. Aujourd'hui, il leur avait offert une journée sans tristesse, et sans s'en rendre compte, elle lui avait offert la même chose. Le lundi se leva gris et pluvieux, comme si le ciel avait drainé tout son bleu lors du pique-nique de la veille.
Darren se réveilla avant son alarme, encore imprégné d'images de ses rêves. Des rêves étranges où sa mère et Nan discutaient dans un jardin qu'il ne reconnaissait pas, tandis que les jumelles jouaient en arrière-plan. Les filles dormaient encore quand il descendit à son bureau. Il y avait une liste croissante de choses à résoudre et la question de l'école était en tête. Des appels devaient être passés, des réunions programmées, et tout cela avant la visite à l'hôpital de l'après-midi. Son bureau dans le manoir était un sanctuaire de bois sombre et de cuir, avec une vue imprenable sur les jardins. C'était là qu'il se retirait lorsqu'il avait besoin de réfléchir ou de travailler sans interruption. Au cours des 2 dernières semaines, depuis l'arrivée des jumelles, il n'avait guère pu l'utiliser. En allumant son ordinateur portable, ses yeux se posèrent sur le tiroir inférieur droit de son bureau, celui qu'il avait gardé verrouillé pendant des mois, le tiroir de sa mère. Elizabeth Cole avait été son associée en affaires avant qu'on ne lui diagnostique un cancer du pancréas. Pendant ces 6 derniers mois, elle avait conservé ses documents personnels dans ce tiroir. Et après sa mort, Darren n'avait tout simplement pas trouvé le courage de le vider. Sans trop réfléchir, il prit la petite clé de son portefeuille et déverrouilla le tiroir. Le léger parfum de son parfum flottait encore, s'accrochant au papier et au dossier méticuleusement organisé. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cet arôme. Lavande et vanille, le parfum qu'elle avait porté pendant des décennies. Le tiroir contenait des dossiers avec des documents qu'il connaissait déjà, son testament, des polices d'assurance, des titres de propriété. Mais il y avait aussi une petite boîte qu'il ne se souvenait pas d'avoir vue auparavant. En bois sombre, poli par le temps, avec les initiales EC gravées sur le couvercle. Darren la sortit avec précaution et la posa sur le bureau. À l'intérieur, il trouva quelques objets que sa mère considérait clairement comme précieux. La première carte de fête des mères qu'il lui avait faite à l'âge de 5 ans, le stylo qu'ils avaient utilisé pour signer le contrat de sa première grande acquisition, une vieille photo d'eux trois, son père, sa mère et lui, avant la séparation. Et au fond, une enveloppe avec son nom écrit de l'écriture élégante de sa mère. Darren sentit son cœur s'accélérer. Il connaissait bien la tradition de sa mère d'écrire des lettres aux moments importants, une pratique qu'elle avait gardée même à l'ère numérique. Il avait reçu des lettres d'elle le premier jour d'école, à sa remise de diplôme, lorsqu'ils avaient ouvert le bureau ensemble. Mais celle-ci, c'était nouveau. Avec des doigts légèrement tremblants, il ouvrit l'enveloppe et sortit quelques feuilles de papier à lettres bleu clair qu'il reconnut immédiatement comme les siennes. « Mon cher Darren », commençait la lettre, datée de seulement 3 semaines avant sa mort. « Si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. J'espère que tu n'as pas trouvé cette lettre trop tôt. Tu as toujours été impatient avec les surprises. Tu te souviens comment tu fouillais la maison à la recherche des cadeaux de Noël quand tu étais enfant ? J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais te laisser, en plus des biens matériels que nous avons construits ensemble. Quel dernier conseil une mère peut-elle donner à un fils qui est déjà un homme d'affaires accompli ? Quelle sagesse puis-je partager que tu n'aies pas déjà acquise dans ton parcours ? Peut-être seulement ceci, l'argent n'est pas tout. Je sais que cela semble hypocrite venant de moi, qui ai passé des décennies à construire notre fortune, mais à mesure que le temps s'écoule, je vois clairement ce qui compte vraiment. Tu te souviens quand tu avais 12 ans et que ton père nous a quittés ? Tu m'as trouvé en larmes sur le porche et tu as dit, avec toute la détermination de cet âge, un jour, je serai si riche que personne ne pourra plus jamais nous faire de mal. Cela m'a brisé le cœur, Darren. Non pas parce que c'était naïf, mais parce que je craignais que tu ne passes ta vie à construire des murs plutôt que des ponts. Tu es brillant en affaires. Tu l'as toujours été. Mais parfois, je me demande si, dans la poursuite du succès, tu n'as pas oublié comment vivre, comment te connecter, comment laisser les gens franchir ces murs que tu as si soigneusement construits. Un jour, mon fils, tu verras. Et quand tu verras, tu feras le bien. Le vrai bien. Pas seulement des dons à des causes lointaines, bien que ce soit important, mais le genre de bonté qui exige que tu t'impliques, que tu risques ton cœur, que tu sois présent. Mon plus grand regret n'est pas de mourir. C'est de ne pas être là pour voir l'homme remarquable que tu deviendras lorsque tu ouvriras enfin ces portes que tu as gardées fermées si longtemps. Rappelle-toi toujours, le véritable héritage n'est pas ce que nous laissons dans les banques, mais les vies que nous touchons. Avec tout mon amour, aujourd'hui et toujours, maman. Darren ferma les yeux, sentant le poids de ces mots, en même temps, un étrange soulagement, comme si sa mère, même après son départ, pouvait encore lire dans son âme et lui donner exactement les mots dont il avait besoin à ce moment précis. Un jour, tu verras, et quand tu verras, tu feras le bien, le vrai bien.
Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'il pensait aux dernières semaines, aux jumelles dormant à l'étage, à leur mère se battant à l'hôpital, aux petits moments de joie et de chagrin dont il avait été témoin. Quelque chose changea en lui à ce moment-là. Ce ne fut pas une révélation dramatique ou une transformation soudaine, mais un réalignement doux, comme une pierre qui, après avoir été immobile pendant des années, trouve enfin sa place correcte. Quand il entendit les pas légers des jumelles à l'étage, Darren remit soigneusement la lettre dans la boîte. Il y avait des décisions à prendre et des actions à entreprendre. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une clarté absolue sur le chemin à suivre. L'école préparatoire de Westview se trouvait sur un campus bordé d'arbres à la périphérie de la ville, des bâtiments en briques rouges, des pelouses impeccables et une réputation d'excellence qui justifiait les frais de scolarité astronomique. C'était le genre d'endroit qui produisait de futurs dirigeants, scientifiques et artistes. Le genre d'endroit qu'Elizabeth Cole avait choisi pour son fils des décennies auparavant. Darren se gara devant le bâtiment de l'administration à 9h30, après avoir laissé les jumelles avec Madame Bennett pour une matinée de projets artistiques, un code pour lui donner le temps de résoudre leur situation scolaire sans susciter d'attente prématurée. Monsieur Cole le salua la directrice, Margaret Walsh, avec un sourire chaleureux. Quelle agréable surprise! Je ne savais pas que vous vous intéressiez à notre programme de bourse. Darren serra la main de la femme d'âge mûr qui dirigeait l'école depuis 2 décennies, assez longtemps pour avoir été directrice quand il était lui-même élève. En fait, directrice Walsh, je suis ici pour une question spécifique, expliqua Darren en prenant place. C'est à propos des jumelles Rivers, continua-t-il, Sadie et Tessa. Elles fréquentaient l'école primaire d'Eastside jusqu'à il y a 2 mois, quand elles ont perdu leur bourse parce que leur mère, qui travaillait dans le nettoyage, est tombée gravement malade. L'expression de la directrice changea subtilement, un mélange de surprise et de curiosité. Je vois. Et quel est votre lien avec ces enfants, Monsieur Cole? Je m'occupe d'elles temporairement pendant que leur mère est hospitalisée, répondit Darren, conscient de l'improbabilité de la situation. C'est une longue histoire, mais Madame Rivers m'a sauvé la vie il y a quelques années. Maintenant, je rembourse cette dette. La directrice hocha lentement la tête, traitant l'information. C'est très noble de votre part. Et comment puis-je aider dans cette situation? Je veux m'assurer qu'elles reçoivent la meilleure éducation possible, déclara Darren. Pas seulement maintenant, pendant qu'elles sont sous ma garde, mais pour l'avenir, quoi qu'il arrive à leur mère. Pendant près d'1 heure, Darren et la directrice Walsh discutèrent des possibilités. Westview avait un programme de bourse, mais il était extrêmement compétitif et visait généralement des élèves plus âgés. Les transferts en milieu d'année étaient découragés, et il y avait la question de leur adaptation. Les jumelles venaient d'un environnement scolaire complètement différent. Ne vous méprenez pas, Monsieur Cole, dit la directrice après avoir exposé les difficultés. Nous serions ravis d'avoir les filles ici, mais je veux m'assurer que c'est la meilleure solution pour elles, pas seulement pour soulager votre conscience. La franchise de la femme surprit Darren, mais il l'apprécia. Je comprends votre préoccupation, répondit-il. C'est pourquoi je propose quelque chose de plus large. Darren expliqua son idée, un fonds éducatif non seulement pour Sadie et Tessa, mais pour d'autres enfants dans des situations similaires. Un partenariat entre sa fondation familiale et l'école, garantissant que les élèves talentueux n'aient jamais à abandonner leurs études en raison de circonstances familiales défavorables. Je suis prêt à faire un don initial substantiel pour établir ce fonds, conclut-il. À la condition que Sadie et Tessa puissent commencer dès le semestre prochain, dès que les formalités seront prêtes. Les yeux de la directrice s'illuminèrent alors qu'elle prenait des notes rapides. Monsieur Cole, cela va bien au-delà de ce que j'attendais lorsque j'ai programmé cette réunion. C'est une proposition extraordinaire. Parfois, nous avons besoin d'un rappel de ce qui compte vraiment, répondit Darren, pensant à la lettre de sa mère. Je crois que l'éducation est l'un de ses piliers fondamentaux. Quand il quitta l'école près de 2 heures plus tard, Darren portait un dossier avec des formulaires d'inscription et des informations sur le programme éducatif. La directrice Walsh avait accepté de rendre visite aux jumelles le lendemain pour une évaluation informelle. Et si tout se passait bien, elle pourrait commencer le lundi suivant. Dans la voiture, Darren s'autorisa un moment de satisfaction. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir résolu un problème pratique, mais quelque chose de plus profond. Le sentiment de faire exactement ce qu'il devait, d'être aligné avec un but plus grand que la simple accumulation de plus de richesses ou de pouvoir. Le vrai bien, les mots de sa mère résonnaient à nouveau. Nous avons une surprise pour vous, annonça Darren au dîner ce soir-là.
Les jumelles, qui dévoraient avec enthousiasme une lasagne que Madame Bennett avait gentiment préparée, ces enfants ne peuvent pas vivre uniquement de plats à emporter. Monsieur Cole le regardèrent avec curiosité. Quelle surprise? Demanda immédiatement Tessa. Darren jeta un coup d'œil à Nan, assise en bout de table dans un fauteuil roulant. C'était sa première nuit à la maison depuis l'hôpital, une permission spéciale de 24 heures que les médecins avaient accordée, reconnaissant les progrès de son traitement et le bénéfice émotionnel de passer un peu de temps à la maison avec ses filles. Nan avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient plus brillants, sa peau moins jaune, les premiers signes que le traitement intensif fonctionnait. Elle hocha légèrement la tête, donnant à Darren la permission de continuer. « Bientôt, vous pourrez retourner à l'école », annonça-t-il. « J'ai parlé à une école aujourd'hui, et ils sont très excités de vous accueillir la semaine prochaine. » Les réactions des jumelles furent instantanées et contrastées. Le visage de Sadie s'illumina d'un sourire radieux. « Vraiment? On peut retourner à notre école ?» Tessa, en revanche, fronça les sourcils. « Mais comment? Maman ne peut toujours pas y travailler. » Darren échangea un autre regard avec Nan, qui décida d'intervenir. « En fait, les filles, expliqua-t-elle doucement, vous allez dans une nouvelle école. Une très bonne école que Darren connaît. Westview, ajouta Darren. C'est un peu plus loin, mais elle a un programme de sciences incroyable pour toi, Tessa. Et une immense bibliothèque pour toi, Sadie. » Les jumelles traitèrent l'information lentement. « C'est une école pour les riches ?» demanda enfin Sadie avec la perspicacité qui surprenait souvent Darren. « C'est une école pour les enfants qui veulent apprendre, corrigea-t-il doucement. Certains viennent de familles riches, d'autres non. Ce qui est important, c'est que tout le monde y est le bienvenu. » Mais, hésita Tessa, comment on va payer? Nan tendit la main et toucha le bras de sa fille. Darren a créé quelque chose qui s'appelle un fonds éducatif. C'est comme de l'argent spécial, juste pour les écoles. Pas seulement pour vous, ajouta Darren, mais pour d'autres enfants aussi. Des enfants qui, comme vous, ont besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à étudier quand les choses deviennent difficiles à la maison. Un instant, les jumelles le fixèrent, comprenant ce que cela signifiait. Puis, presque simultanément, comme seules des jumelles peuvent le faire, elles sautèrent de leur chaise et coururent le serrer dans leurs bras. « Merci, Darren !» s'exclama Tessa, ses bras enroulés autour de son cou. « Je vais étudier si fort », promit solennellement Sadie en se joignant à l'étreinte. De sa place en bout de table, Nan observait la scène, les yeux embués de larmes. Quand Darren croisa son regard par-dessus les têtes des jumelles, il y vit quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une confiance totale, une compréhension silencieuse. Et à cet instant, Darren sut que sa mère avait raison. Il voyait enfin. Et ce qu'il voyait devant lui n'était pas une obligation ou un fardeau, mais un cadeau, la chance de faire le bien. Le vrai bien. L'automne était arrivé, peignant les arbres de rouge et d'or. 6 semaines s'étaient écoulées depuis que Nan avait commencé son traitement, et les petites victoires avaient créé l'illusion d'un progrès constant, de meilleurs jours, plus d'énergie, de courtes sorties de l'hôpital. Les jumelles s'étaient étonnamment bien adaptées à Westview. Tessa était déjà une star du club de sciences, tandis que Sadie dévorait les livres à un rythme qui impressionnait même les enseignants les plus chevronnés. La routine qui semblait impossible au début coulait maintenant naturellement. Darren jonglait entre le travail et ses responsabilités avec les filles, gérant des appels vidéo entre les réunions et apprenant enfin à préparer au moins 3 repas simples. Le manoir, autrefois si stérile et silencieux, abritait désormais des dessins collés sur le réfrigérateur, de petites chaussures dans l'entrée et des bandes sonores de films d'animation jouant sur des enceintes qui ne diffusaient autrefois que des nouvelles financières. Ce mercredi-là commença comme n'importe quel autre. Petit déjeuner rapide, Darren déposant les filles à l'école. N'oubliez pas, c'est Ava qui vient vous chercher aujourd'hui. Puis direction l'hôpital pour le bilan mensuel avec l'équipe médicale avant de se rendre au bureau. Le docteur Patel l'attendait dans la salle de conférence du service des pathologies, accompagné de 2 autres spécialistes que Darren connaissait déjà des visites précédentes. Mais il y avait quelque chose de différent ce matin-là. Une tension presque tangible dans l'air, le genre de lourdeur qui précède les tempêtes. Monsieur Cole, le salua le médecin sans son sourire habituel. « Merci d'être venu. » Darren hocha la tête, s'asseyant à la table de conférence. « Comment va-t-elle aujourd'hui ?» Le docteur Patel échangea un rapide regard avec ses collègues avant de répondre. « Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée, suffocant. Darren sentit ses paumes devenir soudainement moites.
Les derniers tests ont montré une détérioration significative de la fonction hépatique, continua le médecin en ouvrant un dossier avec des graphiques et des résultats de tests. Malgré le traitement agressif, la maladie a progressé plus vite que nous ne l'avions prévu. Mais elle semblait aller mieux la semaine dernière, contra Darren, sa voix trahissant son incrédulité. Elle a réussi à passer toute la journée hors de l'hôpital dimanche. C'est l'une des cruautés de cette maladie, expliqua le docteur Sharma, l'hépatologue de l'équipe. Il peut y avoir des périodes d'amélioration apparentes même lorsque l'état général s'aggrave. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Demanda Darren, bien que quelque chose en lui connaisse déjà la réponse. Le docteur Patel retira ses lunettes, un geste que Darren avait appris à associer aux mauvaises nouvelles. Cela signifie que la chirurgie que nous avions prévue ne sera pas suffisante. Les dommages à son foie sont trop étendus pour une résection partielle. Alors, que faisons-nous ? Demanda Darren en se penchant en avant. A-t-il une autre procédure, un autre spécialiste que nous pouvons consulter ? Les trois médecins échangèrent à nouveau des regards avant que le docteur Patel ne réponde. Seule une transplantation hépatique peut la sauver maintenant. Le mot transplantation sonna comme une sentence. Darren en savait assez sur la médecine pour comprendre ce que cela signifiait. Liste d'attente, compatibilité, temps compté. Combien de temps avons-nous sans transplantation ? 3 semaines, peut-être un mois. Le troisième médecin, le docteur Chen, un spécialiste des greffes, se pencha en avant. Nous avons déjà placé Madame Rivers sur la liste d'attente pour une greffe avec une priorité maximale en raison de la gravité de son cas. Mais je dois être honnête, le temps d'attente moyen, même pour les cas prioritaires, est de plusieurs semaines à plusieurs mois. Des semaines qu'elle n'a pas, conclut Darren. Exactement, confirma le docteur Chen. C'est pourquoi nous discutons d'un donneur vivant. Comment ça marche ? Demanda immédiatement Darren. Le foie est le seul organe interne qui peut se régénérer, expliqua le docteur Chen. Un donneur compatible peut donner une partie de son foie, qui se développera chez le receveur, tandis que le foie restant du donneur se régénère également. Quels sont les risques pour le donneur ? C'est une intervention chirurgicale majeure, ne cacha pas le médecin. Il y a des risques importants, infections, hémorragie, complications anesthésiques. Le taux de mortalité des donneurs est faible, moins de 0,5%, mais il existe. Darren absorba l'information en silence, puis, sans hésitation, je veux me porter volontaire comme donneur. Les médecins ne semblèrent pas surpris. Ils avaient probablement anticipé une telle réaction. Monsieur Cole, nous apprécions votre volonté, intervint le docteur Patel. Mais il y a plusieurs facteurs à considérer. Compatibilité sanguine, taille de l'organe, votre propre état de santé. De plus, nous devons évaluer s'il y a un membre de la famille biologique qui pourrait être testé en premier. Elle n'a pas de famille, répondit Darren. Seulement les filles, qui sont trop jeunes, et quelques amis proches. Néanmoins, nous devons suivre le protocole, expliqua le docteur Chen. Nous allons d'abord tester votre groupe sanguin pour vérifier la compatibilité de base. Ensuite, si ça correspond, nous ferons des tests tissulaires plus spécifiques. Quand commençons-nous ? Demanda Darren. Tout de suite, si vous êtes disponible, répondit le docteur Sharma. Nous avons déjà préparé les formulaires de consentement. Alors qu'il signait les documents, une question persistait dans l'esprit de Darren. Comment expliquerait-il cela aux jumelles ? Comment s'assurerait-il qu'elles ne se sentent pas à nouveau abandonnées ? 2 heures plus tard, Darren était dans la chambre d'hôpital de Nantes. Elle dormait, son visage pâle contre l'oreiller blanc, les tubes et les moniteurs racontant l'histoire silencieuse de son corps en déclin. Il s'assit sur la chaise à côté de son lit, observant la lente montée et descente de sa poitrine, la fragilité évidente dans chaque souffle. Quand elle ouvrit enfin les yeux, elle ne sembla pas surprise de le trouver là. « Ils vous l'ont dit » dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Darren hocha la tête. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous alliez plus mal ?» Un faible sourire effleura les lèvres de Nan. « À quoi bon ? Vous en faites déjà tellement. »« Je vais être votre donneur » annonça-t-il sans préambule. Nan cligna des yeux plusieurs fois, traitant l'information. « Darren, non. C'est trop dangereux. Je suis du groupe sanguin O, donneur universel. Cela ne veut pas dire que vous serez compatible sur tous les aspects. Cela augmente considérablement les chances, insista-t-il. Les autres tests le confirmeront bientôt. Nan essaya de se redresser, un effort visible qui poussa Darren à l'aider à ajuster ses oreillers.
vous ne pouvez pas faire ça. Les filles, elles vont bien. Elles sont en sécurité et elles veulent que leur mère vive. Nan secoua la tête, des larmes silencieuses commençant à couler sur ses joues. Je ne peux pas vous laisser risquer votre vie pour moi. Vous avez risqué la vôtre pour moi une fois, lui rappela doucement Darren. En fait, vous ne me connaissiez même pas. Au moins, j'ai le privilège de savoir exactement pourquoi je le fais. Un lourd silence s'installa entre eux, rempli uniquement par le bip constant des moniteurs. Et s'il vous arrivait quelque chose, demanda enfin Nan, exprimant la peur qui hantait sûrement les jumelles. Rien n'arrivera, l'assura Darren avec plus de confiance qu'il n'en ressentait réellement. Mais si c'est le cas, j'ai tout arrangé. Ava, mon assistante que vous avez rencontrée, a des instructions claires. Les filles ne seront jamais seules. Elles ne seront jamais démunies. Pourquoi ? Demanda Nan, sa voix à peine un murmure. Pourquoi faites-vous tout ça ? Darren pensa à la lettre de sa mère, à la journée au parc, au rire des jumelles résonnant dans les couloirs vides de sa maison, aux petites victoires et aux grandes révélations des dernières semaines. Parce que finalement, répondit-il simplement, j'ai compris ce que ma mère a essayé de m'apprendre toute ma vie, que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est vécue au-delà de nous-mêmes. 3 jours plus tard, les résultats finaux confirmèrent ce que Darren soupçonnait déjà. Il était un candidat viable pour le don. La compatibilité n'était pas parfaite, mais suffisamment bonne pour procéder. L'opération fut programmée pour le lendemain matin. Ce soir-là, il rassembla les jumelles dans le salon du manoir. Ava, son assistante de longue date, était présente à sa demande. Au cours des 2 derniers mois, elle était devenue une présence constante dans la vie des filles, venant parfois les chercher à l'école, apportant de petites attentions, aidant au projet scolaire lorsque Darren était occupé avec Nan. « J'ai quelque chose d'important à vous dire », commença Darren, assis sur le canapé entre les deux. Les jumelles le regardèrent attentivement. À 6 ans, elles avaient déjà une sensibilité aiguë pour les conversations sérieuses. « Votre mère a besoin d'une opération très spéciale, expliqua-t-il, choisissant ses mots avec soin. Son foie, vous vous souvenez que c'est l'organe qui est malade, n'est-ce pas ? Toutes deux hochèrent la tête. Darren avait acheté des livres d'anatomie pour enfants pour les aider à comprendre la maladie de leur mère. Il est très abîmé maintenant, et les médecins doivent le remplacer par un nouveau. Comme une pièce cassée ? Demanda Tessa, toujours pratique. Un peu comme ça, confirma Darren. Mais on ne peut pas simplement acheter un nouveau foie dans un magasin. On a besoin d'une personne spéciale pour donner une partie du sien. Qui va le donner ? Demanda Sadie. Darren prit une profonde inspiration. Moi. Les réactions furent immédiates et intenses. Les yeux de Tessa s'écarquillèrent de choc, tandis que le visage de Sadie se tordit dans une expression de pure peur. Mais tu iras bien ? Parvint à demander Tessa. Oui, l'assura Darren. Le foie est un organe incroyable qui peut se régénérer. Je donnerai une partie du mien à votre mère, et ensuite, nous aurons tous les deux des foies complets et sains. C'est dangereux ? Demanda Sadie, la voix tremblante. Darren hésita. Il s'était promis de ne jamais leur mentir. Toutes les opérations comportent un certain risque, admit-il. Mais les médecins sont les meilleurs, et les chances que tout se passe bien sont très, très élevées. Sadie se mit à pleurer, doucement d'abord, puis en sanglots qui secouaient son petit corps. Tessa suivit quelques secondes plus tard. Darren les serra contre lui, sentant leurs larmes tremper sa chemise. « Et si tu ne revenais pas ?» exprima enfin Sadie entre 2 sanglots, la peur primale qui les hantait toutes les deux. Darren ravala la boule dans sa propre gorge. « Je reviendrai, promit-il. Mais si ce n'est pas le cas, Ava s'occupera de vous. » Il désigna son assistante, qui regardait la scène les yeux embués de larmes. « Et vous ne serez jamais seuls. » Ava s'approcha, s'agenouillant devant les filles. « Vous deux, vous êtes très importantes pour Darren, dit-elle doucement. Ce qui signifie que vous êtes très importante pour moi aussi. Je promets que je serai toujours là, quoi qu'il arrive. » Les jumelles la regardèrent, toujours en larmes, mais semblant absorber la promesse. Ava n'était pas une inconnue. C'était la personne qui apportait des sourires les jours difficiles, qui connaissait leurs préférences, qui leur parlait comme à de vraies personnes, pas à des enfants qu'il fallait protéger de tout. « Demain matin, nous irons tous à l'hôpital, » continua Darren. « Vous resterez avec Ava pendant que maman et moi serons en chirurgie, et dès que nous nous réveillerons, nous serons les premiers à vous le faire savoir. » Cette nuit-là, quand il réussit enfin à les endormir, les jumelles refusèrent de dormir loin de lui. Il apporta des matelas sur le sol de sa propre chambre, créant un campement de fortune.
Elles s'endormirent en lui tenant les mains, une de chaque côté, comme si elles pouvaient l'empêcher de disparaître pendant la nuit. En regardant leurs visages endormis, Darren ressentit un mélange de peur et de détermination qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement la vie de Nan qui était en jeu. C'était la stabilité de ses deux enfants qui, en si peu de temps, étaient devenus le centre de son univers. L'hôpital était silencieux aux premières heures du matin lorsqu'ils arrivèrent. Les jumelles, encore endormies, tenaient les mains d'Ava en traversant les couloirs familiers jusqu'à l'aile chirurgicale. Nan était déjà en préparation lorsque Darren fut autorisé à lui rendre une brève visite. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », furent ses premiers mots quand il entra dans la pièce. « Je sais », répondit-il simplement. « C'est pourquoi je le fais. » Des larmes silencieuses roulèrent sur son visage. « Les filles, elles sont avec Ava. Elles sont plus fortes qu'elles n'en ont l'air. » « Elles sont exactement aussi fortes qu'elles en ont l'air, » corrigea Nan avec un petit sourire. « C'est pourquoi j'ai si peur de les décevoir. »« Vous ne le ferez pas » l'assura Darren. « Ni moi. » Une infirmière entra, indiquant qu'il était temps d'emmener Nan au bloc opératoire. « On se voit de l'autre côté » dit doucement Darren en lui serrant la main. « C'est une promesse » répondit-elle. L'opération commença à 7h30. Deux équipes travaillant simultanément, l'une retirant une partie du foie de Darren, l'autre préparant Nan à le recevoir. Un ballet médical soigneusement chorégraphié qui dura de nombreuses heures. Dans la salle d'attente, Ava occupa les jumelles avec des jeux, des livres et des promenades occasionnelles à la cafétéria pour un chocolat chaud. Mais au fil des heures, il devint de plus en plus difficile de les distraire. « Ça prend beaucoup de temps », commenta Tessa en regardant l'horloge murale pour la 100e fois. « Les grandes opérations prennent du temps », expliqua patiemment Ava. « Ici, c'est bon signe que ça prenne du temps. Ça veut dire que les médecins sont très prudents. »« Et s'ils n'arrivent pas à réparer maman ?» demanda Sadie, sa voix fluette. « Ils y arriveront » assura Ava. « Votre mère et Darren sont avec les meilleurs médecins du pays. » Il était près de la fin de l'après-midi lorsque le docteur Patel apparut enfin à la porte de la salle d'attente. Les jumelles se levèrent immédiatement, comme de petits soldats en alerte. Ava se leva également, posant une main protectrice sur l'épaule de chacune. Le médecin avait l'air fatigué, mais il y avait une étincelle dans ses yeux qui fit bondir le cœur d'Ava. « Famille Riverscole » appela-t-il, bien qu'ils fussent les seuls dans la pièce. Les filles coururent vers lui avant qu'Ava ne puisse les arrêter. « Est-ce qu'ils vont bien ?» demanda directement Tessa, la voix tremblante. Le docteur Patel s'accroupit à leur niveau, un geste qu'Ava apprécia immédiatement. « Ils ont tous les deux très bien réussi », annonça-t-il avec un sourire sincère. « C'est un succès. » Sadie laissa échapper un son qui était mi-sanglot, mi-rire. Tessa, elle, jeta simplement ses bras autour du cou du médecin surpris. « Quand pourrons-nous les voir ?» demanda Ava en s'avançant. « Ils sont en salle de réveil pour le moment » expliqua doucement le docteur Patel en se dégageant de l'étreinte de Tessa. « Madame Rivers se réveillera probablement dans quelques heures, Monsieur Cole peut-être un peu plus tôt. Vous pourrez les voir brièvement dès qu'ils seront réveillés. »« Est-ce qu'ils seront dans la même chambre ?» demanda Sadie. Le médecin secoua la tête. « Au début, ils seront dans des chambres séparées aux soins intensifs pour une surveillance intensive, mais si tout va bien, dans quelques jours, ils pourront être transférés dans des chambres normales. » Quand le médecin partit, promettant de revenir dès que l'un d'eux serait réveillé, les jumelles s'effondrèrent enfin. Non pas en larmes de peur, mais dans un soulagement si profond qu'elles semblaient complètement épuisées. Ava les guida vers les canapés, où elles se blottirent l'une contre l'autre, comme elle le faisait toujours dans les moments d'émotion intense. « Il a donné une partie de lui à maman », dit Tessa après quelques minutes de silence, comme si elle venait de réaliser pleinement ce qui s'était passé. « Oui », confirma Ava. « Une partie de lui a sauvé votre mère. » Comme dans les contes de fées, murmura Sadie, les yeux lourds de fatigue, quand quelqu'un donne quelque chose de très précieux pour sauver quelqu'un d'autre. Ava sourit, les serrant plus près. « Oui, exactement comme dans les contes de fées. » Ce qu'aucune d'elles ne dit, ce que peut-être seule Ava comprit pleinement à ce moment-là, c'était la symétrie parfaite de ce geste. Une partie de lui sauvait la femme qu'il avait autrefois sauvée tout entier. Et dans le processus, ils avaient tous deux été transformés d'une manière qu'aucune chirurgie ne pourrait mesurer ou documenter. Une métamorphose qui allait au-delà de la chair et du sang, au-delà des organes régénérés et des corps réparés. Un changement dans la structure même de qui ils étaient et de ce qu'ils pouvaient devenir ensemble. Le temps à l'hôpital s'écoulait étrangement,
à la fois lentement et rapidement, marqué non pas par les heures mais par de petites victoires. La première marche dans le couloir, le premier repas solide, la première nuit de sommeil sans interruption. Darren fut transféré dans une chambre normale le 5e jour, son corps surprenant les médecins par la rapidité de sa récupération. Nan, cependant, eut besoin de plus de temps aux soins intensifs. Son corps, déjà affaibli par la maladie, luttait plus durement pour accepter le nouvel organe. Il y eut des moments d'inquiétude, une fièvre inattendue, des valeurs de laboratoire fluctuantes. Mais finalement, le 10e jour, elle fut également transférée dans une chambre normale. Le 12e jour après l'opération, Darren fut enfin autorisé à marcher sans aide dans l'hôpital. Il saisit la première occasion pour rendre visite à Nan dans sa chambre, une chose qu'ils attendaient tous les deux avec impatience. Jusque-là, leurs interactions s'étaient limitées à des appels vidéo organisés par les infirmières, les jumelles courant entre les chambres pour servir de messagères enthousiastes. C'était un mercredi ensoleillé lorsque Darren quitta sa chambre, se déplaçant encore avec précaution, comme on apprend à respecter de nouvelles limites. Le couloir de l'hôpital était calme à 7 heures, entre les rondes du matin et le déjeuner. En tournant le coin vers la chambre de Nan, il aperçut Ava assise sur une chaise à l'extérieur, lisant quelque chose sur sa tablette. « Elles sont là-dedans » demanda Darren en s'approchant. Ava leva les yeux et sourit. « Elles sont arrivées il y a 20 minutes. Je leur ai dit que tu ne tarderais pas. Comment va-t-elle aujourd'hui ?»« Mieux. La kinésithérapeute est venue plus tôt et a été impressionnée par ses progrès. » Darren hocha la tête, satisfait. « Et les filles ?» Excitée, impatiente. Comme d'habitude. Ava fit une pause. « Elles ne savent pas que tu viens. J'ai pensé que ce serait une belle surprise. » Excellente idée. Darren prit une profonde inspiration, se préparant. « Allons-y. » Il frappa légèrement à la porte entr'ouverte et la poussa doucement. La scène à l'intérieur de la chambre resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Nan, assise sur le lit, soutenue par des oreillers, avec un livre ouvert sur ses genoux. Sadie et Tessa, une de chaque côté, suivant la lecture avec des expressions de concentration totale. C'est Tessa qui le vit en premier. Ses yeux s'écarquillèrent de manière comique, sa bouche formant un O parfait de surprise. « Darren !» cria-t-elle en sautant du lit avec assez d'énergie pour presque faire tomber le livre des genoux de sa mère. Sadie se retourna, incrédule, avant de sauter à son tour. « Tu es là !» Les deux traversèrent la pièce dans une course folle, le percutant avec assez de force pour le faire légèrement trébucher. Darren sentit une pointe de douleur dans son abdomen mais n'y prêta pas attention. Ses bras s'ouvrirent instinctivement, les enveloppant dans une étreinte serrée alors qu'elle s'accrochait à lui comme de petits naufragés à un havre de paix. « Merci d'avoir sauvé notre maman », sanglota Sadie, son visage pressé contre sa chemise. « Tu lui as donné ton foie », ajouta Tessa, les larmes coulant librement. « Tu l'as réparé ?» Darren sentit une boule dans sa gorge. Ignorant soigneusement la douleur de ses mouvements, il s'abaissa jusqu'à être au niveau de leurs yeux, les regardant directement dans leurs yeux identiques et embués de larmes. « C'est elle qui m'a sauvé la vie en premier », dit-il doucement. « Il y a de nombreuses années, alors que j'étais sur le point de commettre une terrible erreur. » Il regarda par-dessus leur tête vers Nan, qui les observait avec des yeux brillants d'émotion. « Je ne fais que rembourser une dette de longue date. »« Quelle erreur ?» demanda Tessa, toujours curieuse même au milieu des larmes. Darren sourit. « C'est une histoire pour un autre jour. L'important, c'est que nous soyons tous là maintenant. Et nous quitterons tous cet hôpital ensemble, bientôt. » Les jumelles reculèrent légèrement, essuyant leurs larmes avec leurs manches, soudain soucieuses de son bien-être. « Tu as mal ?» demanda Sadie, remarquant comment il s'appuyait plus sur une jambe. « Juste un peu, » admit Darren. « Rien qui ne passera pas bientôt. »« Tu devrais t'asseoir » déclara Tessa avec autorité, le tirant par la main vers la chaise à côté du lit de Nan. Ce n'est qu'en s'asseyant que Darren croisa enfin le regard de Nan. La transformation était remarquable. La couleur était revenue sur son visage, la teinte jaunâtre complètement disparue. Ses yeux, autrefois constamment voilés par l'épuisement, avaient maintenant une clarté qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Bonjour, donneur » dit-elle avec un petit sourire. « Bonjour, receveuse » répondit-il en lui rendant son sourire. « On dirait qu'une partie de moi s'est bien adaptée à toi. Les médecins disent que votre foie est exceptionnel, » commenta-t-elle. « Apparemment, vous l'avez maintenu en excellente forme. Des années à éviter l'alcool pour garder l'esprit clair pour les affaires, » plaisanta-t-il.
Qui aurait cru que ça finirait par être utile pour quelque chose de vraiment important? Un silence confortable s'installa dans la pièce. Les jumelles s'installèrent sur le bord du lit de Nan, tandis que Darren, sur une impulsion, tendit la main pour prendre la sienne. « Maintenant, c'est à mon tour d'être présent, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Et je le serai toujours. » Nan regarda leurs mains jointes, puis ses filles, et enfin de nouveau Darren. Quelque chose de silencieux et de profond passa entre eux. Une promesse qui allait au-delà des mots, au-delà des engagements conventionnels. « Nous croyons en toi, » répondit-elle simplement. 3 jours plus tard, un cortège inhabituel quitta l'hôpital. Nan en fauteuil roulant, comme le protocole l'exigeait, bien qu'elle pût déjà marcher sur de courtes distances. Darren à ses côtés, marchant lentement mais sans aide. Les jumelles dansaient autour d'eux comme de petites planètes en orbite excentrique, incapables de contenir leur joie de voir enfin tout le monde réuni hors de ces murs blancs. Ava les attendait à l'entrée avec la voiture, souriant en les voyant émerger par les portes automatiques sous le soleil d'automne. « On rentre à la maison ?» demanda-t-elle en ouvrant la portière passager. Darren regarda Nan, une question silencieuse dans les yeux. « On rentre à la maison ?» confirma Nan. Il n'était pas nécessaire de préciser quelle maison. Tout le monde savait que ce n'était pas le minuscule appartement de l'est de la ville, ni que ce ne serait plus seulement le manoir qui appartenait autrefois à Darren seul. C'était un nouveau concept de foyer qu'ils avaient construit au cours des dernières semaines, un espace qui existait principalement dans le lien qui les unissait. Alors que la voiture quittait le parking de l'hôpital, les jumelles firent un signe enthousiaste aux médecins et infirmières qui étaient sortis pour leur dire au revoir. Le docteur Patel, en particulier, avait l'air ému, regardant la voiture s'éloigner avec l'expression satisfaite de quelqu'un qui est témoin non seulement d'un succès médical, mais d'une transformation humaine. Pour la première fois, ils partaient ensemble, comme une vraie famille. Non pas une famille définie par des documents ou des liens de sang traditionnels, mais par quelque chose de peut-être plus profond, le choix, le sacrifice et la promesse de jours partagés. Les mois suivants apportèrent une nouvelle routine. La convalescence de Nan se poursuivit avec des hauts et des bas, des jours de force surprenante suivis de jours d'épuisement profond. Darren retourna progressivement au travail, mais avec une perspective transformée sur ce qui constituait une priorité. Les jumelles retournèrent à Westview, non plus comme des cas de charité spéciaux, mais comme faisant partie d'un nouveau programme qu'elles avaient inspiré par inadvertance. La fondation Stone Clear, nom choisi en référence à la clarté que Darren avait trouvée après avoir lu la lettre de sa mère, fut officiellement lancée 3 mois après l'opération. L'objectif initial était simple, fournir des examens et des traitements gratuits aux personnes vulnérables en se concentrant particulièrement sur les maladies du foie. Mais elle s'étendit rapidement pour inclure d'autres services, un programme de bourse pour les enfants dont les parents faisaient face à des maladies graves, des conseils psychologiques pour les familles en crise, et même un fonds d'urgence pour couvrir les frais de subsistance de base pendant les traitements médicaux prolongés. La cérémonie de lancement fut modeste mais significative. Nan, encore en convalescence mais capable de se tenir debout plus longtemps, coupa le ruban à l'entrée de la première clinique de la fondation. « Je ne vois personne de plus approprié pour inaugurer quelque chose qui existe grâce à toi, » dit Darren en la regardant avec fierté. La dame dans la file a dit qu'elle avait besoin d'une greffe comme celle de maman, informa discrètement Sadie à Darren pendant la réception. « Tu vas lui donner un morceau de ton foie à elle aussi ?» Darren sourit, s'agenouillant pour se mettre à son niveau. « Malheureusement, je ne peux donner qu'une seule fois, mais la fondation l'aidera à trouver un donneur, tout comme elle a aidé ta mère. » « C'est pour ça que ça s'appelle Stone Clear ?» demanda Tessa en se joignant à la conversation. « Parce que ça aide les gens à y voir clair. » « Exactement, » confirma Darren. « Comme une pierre qui reflète la lumière et éclaire le chemin quand tout semble sombre. » La vie s'installa dans une nouvelle normalité. Le manoir, autrefois stérile dans sa perfection, pulsait maintenant des signes d'une maison véritablement habitée. Nan récupéra à la maison, occupant initialement l'une des chambres d'amis, mais finissant par, dans une évolution naturelle que personne ne contesta, s'installer dans la chambre principale avec Darren. Il y avait des dîners de famille tous les soirs sans exception, des sorties au parc le dimanche où ils avaient eu leur première journée sans tristesse, des événements scolaires, des rendez-vous chez le médecin, de petites célébrations de progrès. La vie était, à bien des égards, plus simple que Darren ne l'avait jamais imaginé pour lui-même, et infiniment plus riche en contenu. Un après-midi de printemps particulièrement ensoleillé, près de 6 mois après l'opération, Darren rentra à la maison pour trouver Nan et les jumelles travaillant sur un projet mystérieux dans le salon. « Tu ne peux pas encore regarder » s'exclama Tessa en entrant,
courant pour lui barrer la vue. C'est une surprise, expliqua fermement Sadie en le guidant hors de la pièce. Reviens dans 10 minutes. Quand il fut enfin autorisé à revenir, il trouva les trois debout à côté de la bibliothèque principale, clairement fiers de la transformation qu'elles avaient opérée. Tu peux voir maintenant, annonça solennellement Tessa. En s'approchant, Darren remarqua immédiatement ce qu'elles avaient créé, un cadre triple élaboré, occupant l'espace central de l'étagère. Dans le premier cadre se trouvait la lettre de sa mère, soigneusement conservée sous verre, son écriture élégante visible pour quiconque passait. Dans le deuxième cadre, une photographie qu'il reconnut immédiatement. La photo d'eux trois, Nan et les jumelles, prise le jour de leur rencontre. Et dans le troisième cadre, un nouveau dessin, clairement réalisé par les jumelles. 4 silhouettes se tenant la main sous un grand soleil jaune. Chacune étiquetée avec des noms en lettres enfantines, Maman, Darren, Sadie et Tessa. En haut du dessin, en lettres colorées, Notre famille. Et en bas, une phrase simple qui fit déglutir Darren, Maintenant, nous avons tout. Tu aimes ? Demanda Sadie, observant sa réaction de près. On a eu l'idée, ajouta rapidement Tessa. Maman a juste aidé avec le cadre. Darren les regarda toutes les trois, Nan avec son sourire calme, les jumelles débordant pratiquement d'anticipation, et ressentit ce sentiment familier de plénitude qui le surprenait encore chaque fois qu'il l'éprouvait. C'est parfait, répondit-il sincèrement. Absolument parfait. Ce soir-là, après que les jumelles se fussent enfin endormies, Darren et Nan s'assirent sur le porche arrière, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel de printemps. Les filles ont raison, tu sais, dit Nan après un silence confortable. Maintenant, nous avons vraiment tout. Darren lui prit la main, un geste devenu aussi naturel que de respirer. Ironiquement, j'ai moins maintenant qu'avant, matériellement parlant. Une grande partie est allée à la fondation. Et pourtant, tu as plus, ajouta-t-elle, comprenant. Infiniment plus, acquiesça-t-il. Les promesses de vérité, murmura Nan presque pour elle-même. Que as-tu dit ? Demanda Darren en se tournant vers elle. Je pensais que je comprends enfin ce que sont les vraies promesses, expliqua-t-elle. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des actions qui continuent de se produire, jour après jour. Comme être présent, comme choisir de rester même quand il serait plus facile de partir. Darren réfléchit un instant. Comme une greffe, suggéra-t-il, une partie de toi qui vit dans une autre personne, grandissant ensemble. Nan sourit, lui serrant la main. Exactement comme une greffe. Sur l'étagère à l'intérieur de la maison, le triple cadre captait les derniers rayons du soleil couchant, passé, présent et futur réunis en un seul espace, la lettre qui l'avait réveillé, la photographie qui les avait connectés et le dessin qui promettait tout, sous la déclaration enfantine simple mais profonde qui, en fin de compte, résumait tout ce qui comptait vraiment. Maintenant, nous avons tout. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.